Les banquiers, ils te fournissent un parapluie quand il fait beau, hein. Oui. Quand il pleut, il y a personne, hein. Ok, donc bonjour et bienvenue dans C'est quoi ton job? Aujourd'hui, on est avec Karim. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours professionnel? Alors, Karim, j'ai 54 ans. Je vis à Antibes. Ma boîte est à Paris. C'est une boîte que j'ai créée il y a 15 ans aujourd'hui. J'ai 3 enfants. Je dis toujours que j'ai un bac plus 5, mais c'est un bac plus 5 mois. Et en fait, j'ai commencé à faire une fac. Au bout de quelques mois, j'ai arrêté. Et effectivement, je suis parti, non pas aux États-Unis, mais à Saint-Martin, aux Antilles, où il y a une université américaine. D'accord. Passer le TOEFL pour ensuite aller faire un MBA aux États-Unis. Et je ne suis jamais allé chercher les résultats du TOEFL. D'accord. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur Saint-Martin dans de la promotion immobilière avec un gars qui avait fait une promotion sur des terrains qu'il avait achetés, viabilisés, et il avait construit des maisons de tuques qu'il n'arrivait pas à vendre. Et j'en ai vendu 3 en 3 mois. Donc du coup, j'ai fait un peu oublie les études. Je vais continuer à faire La promotion de rien. voilà. Et puis je suis rentré en France où j'ai commencé à travailler dans une compagnie d'assurance. Ouais, c'est ça. En 2 ans, je crois que tu m'avais dit. Ouais. Et où j'étais commercial. Ok. C'est quoi des produits Les capitalisations, Ouais. tous les mois, tu mets donc tu mettais 500 francs tous les mois et Ouais. 20 ans après, tu étais censé toucher le pactole. Ok. Voilà, et au bout de 2 ans de vie parisienne, je suis reparti à Saint-Martin pour reprofiter du soleil, et j'ai commencé à bosser dans une boîte d'informatique. Ensuite, Oui. j'ai créé une boîte d'informatique, Microplus. C'était dans quel domaine d'activité en informatique? Dans tout, on faisait du réseau, on faisait de la vente de matériel. Moi, j'étais spécialisé dans les produits Apple. Je faisais beaucoup de réparations Apple. On faisait aussi un logiciel hôtelier pour lesquels on était des distributeurs. Ok. En fait, au bout de 5 ans, j'ai revendu la boîte et je suis C'est là que t'es retourné en France. voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que t'as vendu la boîte au bout de 5 ans? Ça tournait? Ça tournait, mais bon, c'était fatigant. Oui. J'en avais marre de Saint-Martin. Ok. Parce que c'est tout petit, c'est une petite île. T'as vite fait le tour. T'as très vite fait le tour, et en fait, j'avais 30 ans et je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que je veux vivre? D'accord. T'as pas à te poser de questions sur le temps, il fait toujours beau. Ouais. T'as quoi à faire? Tu vas à la plage. Donc aucune vie intellectuelle, culturelle. Ouais. Donc voilà, moi je suis quand même un Parisien dans l'âme, Ouais. et j'aime bien voilà, Voir du monde, ouais. voilà. Que ça Bon, il bouge. n'y avait pas les embouteillages qu'il y a maintenant, même s'il y en avait déjà à l'époque, mais voilà. Et donc du coup, je suis revenu m'installer à Paris. Donc j'avais acheté un petit appartement en attendant que notre appartement, le deuxième appartement, soit rénové. On a habité dans le petit, et ensuite le petit, on l'a mis en location saisonnière. Ok. Et en fait, tout de suite, ça a très bien marché. Ça, c'était en 2000, hein, donc Oui, donc l'époque où il n'y avait pas de booking, il n'y avait pas de il y avait Airbnb, rien. Mais il y avait quand même de la demande. touristes. Mais oui. Il y avait des touristes. Et donc très vite, on avait fait un site qui s'appelait aweekinparis.com Oui. avec des slides, flash. Le site était Ça se faisait à l'époque. ce qui se faisait à l'époque, ouais. Et c'est une copine de chez Publicis qui m'avait fait le site. Et donc très rapidement, ça
ça a fonctionné. Moi, j'ai commencé à travailler chez Marriott. Parce qu'en fait, juste après la fin de Microplus, j'ai bossé dans une boîte de timeshare Oui. où on achète une semaine de vacances qu'on peut ensuite échanger à travers le monde et ainsi de suite. Et Marriott, quand même une des plus grosses boîtes hôtelières au monde, c'est une boîte américaine, a créé une division temps partagé qui s'appelle Marriott Vacation Club. Et il s'avère que juste à ce moment-là, ils commençaient à construire une résidence à Marne-la-Vallée, Ok. dans le Golfe. Pour tout te dire, en fait, quand je suis revenu de Saint-Martin avec mon CV, j'ai dû envoyer 250 ou 300 CV. Je n'ai eu Aucune réponse. aucune réponse ou des réponses négatives. Parce que correspondait pas Aux attentes, au aux profil. attentes ou au profil que les gens recherchaient. En France, ils sont très pour rentrer dans les petites cases. Oui. Si on rentre pas dans la case, ça le fait pas. Et bref, donc j'envoie mon CV à Marriott en candidature spontanée. Oui. Le lendemain, il m'appelle. Le surlendemain, j'ai un entretien et 3 jours après, je commençais, quoi. Oui. Donc j'ai commencé en étant commercial, en faisant des ventes de temps partagé. Derrière, j'ai monté les échelons. Le chef d'équipe, le Chef des ventes, je crois. ouais, on avait dit. responsable des ventes, ensuite responsable des ventes et du marketing. Et on avait aussi lancé, j'avais commencé à lancer des bureaux de vente hors site dans les hôtels Marriott. D'accord. En fait, je travaillais, j'avais mon bureau principalement au Marriott des Champs-Élysées. Et voilà. Sauf que en France, les charges Sont lourdes. que leur business model, en fait, ils perdaient de l'argent. On était très très bien payés. Oui. Mais aux États-Unis, on avait la même structure de commissionnement qu'aux États-Unis. Sauf que aux États-Unis, quand tu prends tes vacances, t'es pas payé. Là, en France, t'es payé Et pendant 5 semaines. les 5 semaines et ainsi de suite. Donc en fait, leur business model était plus viable, donc ils ont fermé toute la division. manche. Et donc licenciement économique. Ma femme à l'époque, qui d'ailleurs est toujours une cliente et une amie, elle avait continué de prendre des appartements. C'est elle qui s'occupait de la location saisonnière. D'accord. Et plus elle grossissait et plus elle avait de problèmes au niveau de la logistique, le ménage, le linge. Bon, tu t'occupes d'un appartement, 2 appartements. Bon, tu fais les machines à la maison ou tu fais sur place. Mais quand il commence à en avoir 20, 30, ça devient compliqué. Et surtout pas au même endroit. Et surtout pas au même endroit. Et des arrivées le matin, enfin, des départs le matin, des arrivées le soir, l'après-midi. Donc, Ouais. ça devenait compliqué pour elle à gérer et c'était pas son cœur de métier. Son cœur de métier, c'était de s'occuper, de trouver les appartements, de trouver les locataires qui vont venir, faire des check-in personnalisés, et ainsi de suite. Et donc, elle me dit, écoute, pourquoi tu montes pas une boîte de ménage pour les locations saisonnières. Et alors, c'est un environnement dans lequel moi j'ai beaucoup évolué, dans le sens où je connaissais Oui, du monde. plein de gens qui faisaient ça. Et donc, bon, j'ai commencé à faire un business plan. J'ai même fait une formation de gouvernance d'hôtel. Oui. L'idée, c'était vraiment d'apporter un service de qualité hôtelière dans ce milieu-là. Où en fait, beaucoup de gens avaient des femmes de ménage. Il n'y avait pas Airbnb, il n'y avait pas Booking. En fait, les gens payaient leur séjour quand ils arrivaient en cash. Oui. Donc, c'est au niveau de leur rémunération vraiment très grise. Je ne peux pas dire autre chose. Bon, un bien ou deux, bon, tu peux pas le faire, mais C'est pas terrible, mais c'est pas terrible. Mais bon, mais quand tu commences à être une société enregistrée, ça fait des ordres. tu peux pas, c'est total. Donc, ils étaient tous très emmerdés Oui. avec ce problème-là.
Donc j'ai fait mon étude, mon business plan et en fait, il fallait pouvoir gérer vraiment beaucoup de biens pour que ce soit rentable. Parce que les marges, juste sur la partie ménage, linge, accueil, maintenance et tout, sont Oui, elles sont infimes, oui. tu vends du de De la prestation de service, oui. c'est de la prestation de service, mais c'est surtout des heures hommes. Oui. Tu vends de l'humain. C'est les femmes de ménage qui vont faire, c'est les livreurs qui vont livrer le linge, et ainsi de suite. Donc, les marges sont petites. Donc tu peux pas non plus vendre l'heure de ménage à 50 €, Oui, non, sûr, ça marcherait pas. pour avoir une belle marge, quoi. Et donc du coup, voilà, on a commencé, j'ai commencé ça et ensuite, très rapidement, ça s'est développé par bouche à oreille. Ok. Bouche à oreille. Que du bouche à oreille. Oui, de toute façon, dans la mesure où tu n'avais pas de plateforme ou de choses comme ça. Et encore aujourd'hui, c'est bouche à oreille. Tu vois, là, on vient de lancer une campagne Google Ads pour donner un peu plus de visibilité à l'entreprise. Alors aujourd'hui, là, je sais pas, mais sur 2 jours, on a dû avoir une centaine de clics. Oui. Ok. Il y a eu 0 conversion client. Par contre, on a 3 personnes qui nous ont contactés en disant « Ah bah tiens, je viens de la part de machin, je viens de la part de machin, et je viens de la part de machine. » De toute façon, la recommandation, c'est chose qu'il y a de mieux. Hein. Et clairement, c'est ça te coûte pas cher. Oui. La confiance est préétablie. Ton client existant te fait la vente. La relation commence tout de suite Sainement. Oui. Et ça, je trouve que ça, c'est une partie qui est primordiale. Ah bah oui. De pouvoir attaquer sans qu'il y ait de sans qu'il y ait de la méfiance. Ah oui, mais non. Oui. Un truc tout bête, hein, mais le règlement chez nous, c'est du prélèvement. Maintenant, c'est prélèvement ou prélèvement. Oui. Un client qui ne nous connaît pas, alors attention, on a un site web, donc ça draine aussi du client, et je vois quand ça vient du site et qu'on leur dit c'est par prélèvement, ils sont beaucoup plus réticents. Ah oui, mais non, bah oui, mais en fait c'est comme ça. Alors au début on disait bon bah écoutez, ok, vous pouvez payer par virement si vous voulez, puis finalement tu t'aperçois que c'est là où tu as le plus de problèmes de recouvrement. En fait. Oui, ça c'est jamais fait en temps et en heure. Et ouais, voilà, on a vu l'un et deux, après c'est du retard, voilà. Et puis les prestations elles sont faites. Oui. Donc bon, bref, ça c'est une parenthèse. Et voilà, et donc j'ai commencé en 2009. Alors à l'époque, on faisait du ménage et on cherchait le linge des propriétaires. Donc il fallait qu'ils aient 3-4 jeux pour chaque lit. Ça stockait dans les placards. Et on l'envoyait au pressing, enfin en blanchisserie à la Montmartroise en fait, qui est une boîte qui a la moitié des pressings de Paris comme et on faisait ça dans un box de parking. Oui, c'est ce que tu me disais. Alors du coup, tu as commencé avec un box, puis deux, puis manque de place, à l'entorche. Ouais, ensuite on a pris un local, chez Showgarde, tu vois, un peu plus grand. Les techniciens, les livreurs venaient le matin prendre les sacs, se dispatcher la journée. Oui, c'était très comment dire, artisanal. Ouais, c'était très artisanal au départ. Et puis voilà, et puis après moi j'ai travaillé de chez moi. J'ai toujours travaillé de chez moi en fait. Même quand j'ai pris des bureaux, j'aime bien travailler chez moi. Je vais au bureau bien sûr, mais finalement c'est peu. Et puis voilà, et puis après je suis rentré au SPLM, le syndicat
des loueurs meublés professionnels. Oui. Euh, En fait, la moitié sont des clients. Alors, pas mal étaient déjà clients, mais ça nous a fait connaître aussi d'autres personnes qui sont aussi devenus clients. Ça a été un bon levier de croissance. Et nous, on a une chance aussi, c'est qu'on a une croissance organique parce que nos clients existants, qui sont des conciergeries, des agences spécialisées en location saisonnière, ils vont prendre des biens tout au long de l'année. Oui. Donc, ils vont grossir aussi. Oui, en fait, leur gestion, Voilà. oui, c'est sur la tienne indirectement. Donc, du coup, et en plus, on leur permet justement de grossir. Oui. Beaucoup de petites structures étaient bloquées par ça. C'est-à-dire que ils avaient une femme ou 2 femmes de ménage en interne. Elles pouvaient faire 15 appartements chacune. Donc, il fallait prendre une personne de plus pour pouvoir prendre des nouveaux appartements. Et ça met un salarié de plus. Oui, et puis il y avait sans être certain d'avoir la clientèle à fournir pour ce salarié. Voilà. Bon, en conclusion, on peut dire que la première chose, c'est de faire un business plan, analyser le marché, faire le calcul dans le business plan du risque versus du gain possible. Et puis j'imagine un peu comme toi, voir quelle est l'évolution possible du marché et le risque en face. Alors, oui, le business plan, c'est primordial. Ouais. Voir à 3 ans où est-ce qu'on veut amener la boîte. Après, ce que je te disais, oui, tu oublies tout le temps des trucs, mais souvent des charges auxquelles on pense pas. Après, faut essayer d'être le plus réaliste possible. Après, des fois, faut aussi savoir dire non, j'y vais pas. Oui, c'est sûr qu'on avait cette conversation, oui. On se disait que vaut mieux dire non et passer à autre chose plutôt que de dire oui. En fait, La croissance, c'est quelque chose de très délicat à maîtriser. Nous, par exemple, on a généralement quand on arrive en avril-mai, vraiment lorsque la saison se lance, on a des clients qui nous ont contactés pour nous dire ouais, vous pouvez nous prendre 50 appartements ou 100 appartements. Et en fait, on a refusé. oui. Parce que moi, ma philosophie, c'est je fais pas du chiffre pour faire du chiffre. Je veux faire plus de chiffres, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix et surtout pas au prix de la qualité de nos services. Je veux pas que des nouveaux clients, en fait, impactent nos clients existants. Parce que tu vas devoir recruter, tu vas recruter en urgence, tu vas pas forcément faire le bon recrutement, les bons recrutements, que tu vas avoir une période de 2, 3, 4 mois où tes nouvelles femmes de ménage sont pas encore au top. Donc il va y avoir des retours négatifs sur des ménages. Est-ce que tu le fais sur tes nouveaux clients? Est-ce que tu mets tes bons sur le nouveau client pour qu'il soit content? Mais du coup, sur tes clients existants, tu vas mettre des femmes de ménage qui sont moins bonnes, donc tu vas avoir une baisse de qualité. Donc en fait, il faut être capable de dire non. Alors, moi j'ai le luxe, ou je me suis donné le luxe d'arrêter de travailler avec certains clients. Tu sais, tu as la règle des 80-20, 20% de tes clients, 80% du chiffre, et 20% de tes clients, c'est 80% de tes emmerdes. Oui. Par exemple, nous, quand on travaillait chez Marriott, alors on pouvait pas le faire en France parce que les lois françaises t'empêchent de virer des collaborateurs. Mais traditionnellement, chez Marriott, il y a 50 vendeurs. Oui. Tous les ans, tu vires 5%, les pires 5%.
OK. Tu termines le contrat. Et donc, les clients qui n'ont pas réussi, eux, à convertir, si tu les donnes aux autres, qui ont des taux de conversion plus importants, ça va te faire grossir ton chiffre d'affaires. Oui. Juste en éliminant 5% des problèmes. brevets. Ouais. Oui, toi, tu parles d'un point de vue salarial, mais même d'un point de vue de clientèle, c'est le modèle est viable aussi. Voilà. Et en fait, oui, il faut pas que tu... Des fois, moi, j'ai des clients, mais ils ont 100, 200 appartements, 300 appartements avec nous. On se parle jamais. Parce que ça se passe bien. Parce que ça se passe bien. Parce que les process sont bien rodés, tout est bien mis en place. Et on se parle très peu. Très peu. Et j'ai des clients qui ont 2 appartements. T'entends parler d'eux tous les jours. Tu vois? Donc, après, soit tu fais de l'éducation. Mais ça, c'est pas vrai. Soit après, tu dis, tu sais quoi? En fait, je préfère que vous alliez travailler avec une autre boîte et que vous allez emmerder une autre boîte. Mais en fait, nous, on va pas pouvoir continuer à travailler avec vous. Alors, ça peut faire un peu imbu. Oui. Mais en fait, c'est important. C'est important parce que le temps qui est monopolisé sur ces clients-là, tu le passes pas sur d'autres clients qui en bénéficieraient beaucoup plus, en fait. Donc voilà, après, quoi comme autre conseil Oui, l'organisation, c'est ce que tu sous-entends. La gestion du temps est primordiale. Faut pas tout faire. On peut pas tout faire. On ne doit pas tout faire. On n'est pas bon dans tout. Pour tout. Oui. Moi, je sais que voilà, je suis pas bon dans l'administratif, donc j'y touche pas. Ça me coûte, hein. Oui. Mais ça rapporte de pas avoir de problème derrière. Voilà. Et on peut parler de contrôles fiscaux, par exemple. Moi, j'en ai eu 2. Ouais. Je pense pas qu'ils vont revenir nous voir. Parce qu'ils sont partis avec Peanuts, quoi. Ouais. Mais pourquoi? Parce que, en fait, si c'était moi qui m'en occupais. Oui, il y aurait eu des coquilles vides quelque part. Quand moi j'ai mon expert comptable qui me tanne pour des reçus de 6,90 €, et toi tu te dis, ouais, attends, ça va, on fait 3 millions de chiffre d'affaires, tu viens me prendre la tête pour 5,90 €. Et en fait, cette rigueur-là, qui est extérieure, oui. Et ben en fait, ça, nous par exemple, on avait les premières années les techniciens qui livraient le linge et qui faisaient la maintenance ont des véhicules essence. Oui. Ok, ils avaient chacun une CB parce qu'en même temps ils faisaient des achats pour les apparts, des réparations et ainsi de suite. Et une CB pour faire le plein. Et en fin d'année, on se retrouvait avec des milliers d'euros sans reçu. Il est perdu, il est tombé, il est déchiré, il s'est envolé. La machine, elle était en panne, qui te sort pas le ticket. Et on se retrouvait avec des milliers et des milliers d'euros dehors. Enfin, que tu ne pouvais pas justifier. Oui, non, dans un bilan. Voilà. Bon, bah, ok. On est passé sur des cartes totales. En fait, voilà, c'est un rapport mensuel. Et c'est un détail, mais en fait, c'est un détail qui nous faisait perdre des heures. Et des sous. Ouais. Tu vois. Qui a son importance. Et voilà. Donc, il faut savoir déléguer, il faut savoir... faut pas non plus te déléguer et rien faire, hein, mais je pense que souvent, on a trop la tête dans le guidon quand on est patron de boîte. Donc, on n'arrive pas à prendre le recul. Et pour moi, un patron de boîte, c'est quelqu'un qui, justement, qui prend du recul sur l'entreprise. Et qui est capable... moi, des fois, j'ai des... notamment dans mon équipe de livreurs, j'ai un responsable logistique et on avait un assistant... il essayait de réinventer la roue, en fait. Ouais. Mais en fait, il voyait pas le tout. Ouais.
Donc lui, il est sur son truc à lui, il se dit: «Ah bah, si je fais comme ça va aller mieux, pour moi, c'est plus facile», mais en fait, non. Non, parce que tu Non. peux handicaper d'autres personnes. Bah, en fait, avec ta barrière, en fait, il y a tout un tas d'informations qui passent pas et ah bah, oui, ça simplifie ton travail, mais en fait, derrière, Complexité celui des autres, donc sur un et en même, ça sert à rien. Donc voilà, et c'est le rôle du patron, justement, c'est d'avoir cette vision globale que les, où, on avait un client, conciergerie qui s'est cassé la gueule. «Ah, il est super gentil, c'est trop facile de bosser avec lui, il est top». Mmh. Ouais, le gars, il nous doit 10 000. Ça fait 3 mois qu'il paye plus ses factures. Voilà. Faut tout voir. Et ouais, voilà, après, ouais, il faut foncer, hein, Oui, il faut y aller. faut y aller, faut croire en son projet, et puis il faut surtout savoir, se libérer du temps. On doit pas être indispensable. Moi, j'ai ce principe-là, c'est que, trop souvent, la croissance, on revient à la croissance ne se fait pas parce que, c'est des steps, tu vois? C'est des étages, et en fait, tu es tellement au taquet, heu, que tu n'es pas en capacité de pouvoir justement faire ce step-là, et tu des, on a récupéré, une trentaine d'appartements, d'un de nos clients, on fait que la livraison de linge. Il me dit: «Ouais, j'arrête, j'en peux plus, heu, j'arrive pas à me reposer, je bosse 7 sur 7». Elle est partie en, heu, en déprime et en burn-out. Heu et on reprend donc, le client pour lequel elle faisait les ménages en direct, et en fait, le client nous disait: «Ah ouais, mais des fois, elle nous envoyait pas les factures pendant 3 mois». Et puis on parle d'un appartement, nous on calcule 6 heures de ménage pour l'appartement. 150 m², 6 heures. Elle dit: «Bah non, elle le faisait en 3 heures. Elle nous facturait 3 heures». Il y a un problème quelque part. Et elle dit: «Bah ouais, elle envoyait 2 femmes de ménage, 3 heures, et elle leur facturait 3 heures de ménage. Mais elle payait 2 femmes de ménage. Oui. C'est 6 heures, hein». Donc elle a des groupes de charges qu'elle facturait une seule fois de l'autre côté. Tu vois? Et en fait, parce qu'elle est tellement dans le jus de tous les jours, Et oui. elle n'a pas le temps, de justement prendre, le recul pour faire tes factures, pour, et moi je le vois, hein, toutes les petites boîtes souvent, la trésor c'est le plus capital. Oui. Malheureusement, surtout quand tu commences, parce que ta banque elle te suit pas, faut faire comprendre que les banquiers, ils te fournissent un parapluie quand il fait beau, hein. Oui. Quand il pleut, il y a personne, hein. Donc et très souvent en fait, tu as de l'argent dehors, c'est-à-dire tu produis, tu fournis, tu fonctionnes, et en fait, tu ne prends pas le temps d'encaisser. Et tu te retrouves, tu as des boîtes qui plantent, à cause de ça. Oui. Et puis en plus, quand tu, mets du temps à envoyer les factures, bah, le client il se dit: «Bon ça va, il m'a envoyé la facture 15 jours après, donc moi je peux attendre 15 jours pour le payer». Donc tu donnes aussi une mauvaise image, à ce niveau-là. Il a pas eu besoin, bon je le payerai, et puis il oublie, et puis toi tu relances pas, et tu te retrouves, avec des agios, des frais bancaires et ainsi de suite, parce qu'en fait, tu as pas encaissé, Oui. tu as pas En temps et en heure comme il faudrait. voilà, donc ça c'est super important aussi. Et puis après, le facteur humain. Je pense que, c'est très important que toutes les personnes, qui travaillent, pour toi soient dans un bon environnement de travail, et que tu le montres, et que tu fais en sorte qu'ils aient un bon environnement Oui. de travail. Ça coûte peu, mais quand il y a du personnel vraiment engagé dans ton boulot, ça peut faire une différence,
c'est là où tu tires la quintessence de leur travail. Nous, on a très peu de turnover, par exemple, dans notre boîte, très peu. Mmh. Mais parce qu'ils ont un problème. On est là, tu vois. Là, j'ai un de mes gars, il y a 2 jours, il a perdu sa mère. Parce que je lui ai dit, tu veux une avance, tu vois. Enfin, Oui. il dit, ouais, je veux bien. Pas de problème, tu vois. Ça marche dans les 2 sens, en fait. Oui. Tu reçois ce que tu donnes. Et c'est important, justement, d'être humain et de... bon, moi, d'autant plus parce que on est dans un travail vraiment ingrat, qui est pas respecté, donc c'est important aussi de valoriser ton personnel. OK. Voilà. Bon, bah, ça marche et bah, je te remercie pour ton temps. Je t'en prie, c'est moi, avec plaisir. Bah, merci bien. Je t'en prie.